Bonjour Jean-Luc Doménac, grand spécialiste de la Chine, sinologue et directeur de recherche à sciences politiques. Votre dernier livre est publié chez Fayard, il s'appelle Mao, sa cour et ses complots derrière les murs rouges. Et aujourd'hui, il y a des complots qui se passent pendant ce congrès du Parti communiste chinois qui va désigner le nouveau numéro 1 chinois qu'on connaît déjà. Oui, il y a des complots et ceux qui liront mon livre comprendront vite qu'il y a une sorte de tradition parce que le Parti communiste a toujours été factionnel d'une part et d'autre part quel est le deuxième lien entre aujourd'hui et hier, et on le voit bien également dans le bouquin, c'est que ce sont les fils de ceux que je présente là qui sont présentés, qui sont maintenant en course, disons, pour le pouvoir, et le prochain, le patron, est le fils de quelqu'un. Oui, alors ça veut dire, vous voulez dire par là que rien n'a changé en Chine? On est toujours à l'époque des complots de Mao? C'est parce que rien ne changeait que tout pouvait changer. C'est parce que rien ne changeait dans le pouvoir. C'était pas la peine de nationaliser quand de toute façon on mettait les messieurs fils à la direction de toutes les entreprises. Ouais. Mais alors dès lors qu'ils possèdent en quelque sorte la machine, ils peuvent ensuite privatiser, faire du capitalisme et de l'économie de marché, puisque c'est dans la famille que ça se passe. Alors donc ce congrès a lieu jusqu'au 14 novembre. On connaît déjà le nom du vainqueur, Xi Jinping. Ouais. Et cet homme-là, qui est donc à 59 ans, va diriger l'une des plus grandes puissances du monde aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment attendu? Est-ce que c'est vraiment une nouveauté? C'est pas une nouveauté. On le voit venir depuis déjà 2-3 ans. Mais ce qui est une nouveauté, c'est qu'il n'est pas comme le précédent. Le précédent, Hu Jintao, avait un petit côté Robocop. On avait du mal à le faire bouger autrement que comme ça. Et celui-là est au contraire un sanguin. Celui-là a une histoire qui n'est pas la même. Le précédent a reçu quelque part la promesse de la succession 20 ans à l'avance. Et ensuite, il fallait qu'il se range, qu'il reste dans les roues. Oui, lui, ça fait 10 ans qu'il s'y prépare. Et lui, il s'y prépare, mais avant, il a fait tout autre chose. C'est d'abord un sale gosse. À 15 ans, il casse tout pendant la révolution culturelle. Mao l'envoie. Une minute quand même, parce que c'est vraiment un vrai destin. Oui. Une minute, Mao l'envoie à la campagne, et là il trouve que c'est trop dur et que les paysans sont trop infâmes. Et il rentre à Pékin. Pékin se fait alpaguer et il fait 1 an de prison. Il rentre et là il a reçu l'avertissement. Et il décide que désormais il sera du côté du manche. Et il va commencer par devenir un tout petit cadre, et puis monter comme ça, mais avec toujours des originalités. Il est marié avec une chanteuse. C'est très mal vu, comme dans toutes les sociétés très vertueuses, et la société des élites chinoises est d'autant plus vertueuse qu'elle est corrompue. Donc il est moderne. Il a une fille qui est à Harvard actuellement. Et lui-même dit qu'il a fait une thèse. À mon avis, on l'a beaucoup aidé. Mais donc, c'est quelqu'un qui est vraiment une personnalité plus complète. Et puis, c'est quelqu'un qui est un sanguin. C'est quelqu'un qui est capable de piquer des colères. Il y a eu un moment à Mexico, on lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de tel journal occidental ?» Il dit « J'en ai marre de ces occidentaux au ventre plein qui nous font des critiques sans arrêt, sans nous connaître. » Donc il ne se laissera pas faire. Ça veut dire que ça va changer. L'image de la Chine va changer à travers lui. En tout cas, il va être beaucoup plus dur. Et la Chine, en même temps, change. Et la Chine, en même temps, devient plus jouisseuse, devient plus... Vous voyez, ce sont des hommes différents. Le précédent, c'était le responsable du... Allez, tous, pas un mot dans les rangs. Celui-là, il va parler plus fort, mais derrière, dans les rangs, on va parler plus fort aussi. Et alors, les mandarins, c'est-à-dire que cette recherche de l'argent, vous parlez de cette recherche de jouissance, ça va continuer, ça va encore s'amplifier. Ça, c'est le grand changement, et ça annonce peut-être une certaine violence dans l'élite chinoise. Parce que maintenant, le pouvoir, c'est de l'argent. Comme le New York Times l'a révélé à propos du Premier ministre, on sait également que la famille de Xi Jinping a environ 200 millions d'euros à l'ombre à Hong Kong. Et alors, quand vous mettez des sommes d'argent comme celle-là, le pouvoir rapporte. Et c'est ce qui explique un petit peu les affaires, l'atmosphère de roman policier qu'il y a depuis quelques années. Alors, on revient à votre bouquin, Fayard, les complots de Mao. Ça veut dire que aujourd'hui, on est toujours dans cette espèce de système opaque, de guerre de couloir. C'est le système communiste plus le fric. Ils ont le pire des deux systèmes à la fois. Mais ils ont aussi le meilleur. Ils ont le meilleur et le pire des deux systèmes. Le pire, parce que c'était factionnel sous Mao. Il y avait déjà des complots sous Mao. Maintenant, c'est factionnel complot, mais pour le fric. Vous voyez ? Et donc, c'est une légère différence. Mais ça reste très dur. Alors, le système chinois, aujourd'hui, est une grande puissance économique, une croissance à 7% qui fait rêver en Europe. Est-ce que ça peut continuer ? Est-ce que les Chinois peuvent encore supporter, finalement, les contraintes sur la liberté, un certain nombre de choses ? Oui, ils pourront supporter beaucoup encore, parce qu'on va dire qu'il y a 500 millions de Chinois qui commencent à se satisfaire de leur situation, mais qu'il y en a encore 700 qui ne sont pas encore assez satisfaits. Et ceux-là, ils sont prêts à rester disciplinés,
assez longtemps, à condition que ça continue à augmenter, à condition que l'espoir continue à les faire vivre. Oui. Quelle place des Chinois aujourd'hui dans le monde? Est-ce que, par exemple, ils rêvent des États-Unis? Aujourd'hui, ils voyagent, la vie change. Ben, écoutez, ils ont évidemment envie d'être de plus en plus respectés et que la Chine joue un rôle plus important, mais ceux qui le peuvent n'hésitent pas à filer aux États-Unis et ils n'en reviennent pas toujours. Par ailleurs, il y a une nouvelle émigration dans les hôpitaux français, anglais. L'Angleterre est préférée parce qu'il y a non seulement les hôpitaux, mais Oxford et Cambridge. Voilà. Mais je dirais que c'est l'un et l'autre. La Chine est de plus en plus fière, mais aussi de moins en moins travailleuse. Mais en même temps, c'est une énigme. Les Chinois continuent à avoir envie il n'y a pas d'autre mot, de se tailler. Oui, c'est un géant au pied d'argile. Moi, je crois que c'est un géant au pied d'argile. Et si vous me permettez de faire une comparaison historique, c'est que la Chine a toujours vécu avec à la fois la possibilité du bonheur et la possibilité de la catastrophe. Les Chinois n'ont rien de plus ordinaire que de se casser la figure. Mao Tse-tung arrive au pouvoir, je le montre bien, pan, il organise une catastrophe épouvantable 10 ans après. Eh bien, les dirigeants chinois savent, et ça c'est quand même un avantage, qu'ils sont toujours menacés par la catastrophe, comme leurs prédécesseurs, et le peuple aussi, et c'est ce qui explique cette dualité. Ils sont fiers de leur pays, et en même temps, ils sont ravis de pouvoir aller aux États-Unis et ravis de l'élection d'Obama. Un mot quand même sur votre livre, Jean-Luc Domenach. Donc ces querelles de pouvoir, cette guerre de cour, qui commence dès finalement l'arrivée de Mao. Absolument. On est dès le début. Et ce que je montre, c'est comment tout s'enclenche, les facteurs privés, les facteurs collectifs de cette collectivité des patrons, et d'autre part la grande politique. Un exemple, tous ils fondent des familles, et c'est les enfants qui sont maintenant au pouvoir. Mao n'y arrive pas. Parce qu'il est insupportable, parce qu'il a épousé une femme insupportable, et parce que son fils aîné, dont il voulait faire son successeur, meurt en Corée. Et ça va faire une sorte de séparation, ça va faire une sorte d'hostilité de Mao pour les autres, et finalement on se demande à la fin si Mao purge les autres et fait la révolution culturelle parce qu'il est en désaccord politique, ou parce que finalement il leur en veut d'être différent, de réussir, de faire ses beaux enfants, de faire Xi Jinping. Oui, et une grande violence finalement dans l'exercice du pouvoir, et ça continue. Une grande violence, et avec aussi, ce qui est très désagréable, c'est cette espèce de jouissance sexuelle qui est toujours liée à la jouissance du pouvoir. Ça, et on retrouve aussi les grandes traditions du Kremlin. C'est vraiment, le communisme là n'a pas rendu plus propre l'élite chinoise de ce point de vue, même si par ailleurs nos systèmes ont des problèmes aussi. Merci Jean-Luc Domenach. Mao Sakour et ses complots derrière les murs rouges. Voilà, ces livres passionnants que vous publiez chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Dites donc, vous êtes en forme, hein. Vous êtes comme ça, hein.